OK, donc on va maintenant parler là, de formats spécifiques. Donc, premièrement, par des formats lisibles pour un humain, donc XML, JSON et base 64. Donc, tout d'abord, on va essayer de comprendre là, c'est quoi l'avantage d'avoir un format lisible par un humain. OK, ce qu'on appelle en anglais un Human Readable Format. OK, donc si je vous donne quelques exemples, un exemple ici en XML. OK, donc ça paraît comme ça. Ça, c'est JSON. Puis ça, c'est base 64. OK, donc, évidemment, là, quand on regarde ces trois choses-là, on pourrait se dire, on dirait qu'il y en a un qui ne ressemble pas aux autres. Que l'adresse de Bitcoin, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait considérer comme lisible par un humain? OK, c'est vraiment pas pareil que les deux autres. Mais on va voir là, qu'il y a des bonnes raisons pour qu'on dit que c'est un format lisible par un humain quand c'est base 58. Donc, c'est quoi les avantages et les désavantages d'avoir un format qui est lisible par des humains? OK? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez là, réfléchir et essayer de penser un peu c'est quoi. Donc les raisons les plus importantes, évidemment, c'est donc en termes d'avantages, c'est qu'un format qui est lisible par un humain comme ça, même si, par exemple, on n'a pas encore implémenté de code, on n'a pas encore implémenté quoi que ce soit, puis on a accès aux données, on a le fichier en face de nous, on peut intuitivement essayer de comprendre là, qu'est-ce qui se passe. Là. Donc, même sans connaître là, c'est quoi l'application, sans connaître c'est quoi le schéma, je peux, moi, en tant que développeur, je peux lire ça puis comprendre là, c'est quoi la donnée, qu'est-ce que ça fait. Donc, ça, on dirait que c'est un espèce de calendrier, ok, avec des dates, ok. Et ici, j'ai comme une espèce de, on dirait une commande ici avec une certaine date, un certain numéro de traçabilité, de tracking, puis un certain client qui reçoit la commande. Donc, je sais pas c'est quoi l'application, j'ai aucune idée c'est quoi, puis je suis capable quand même de lire quelque chose. Bon, c'est pas le cas évidemment pour ça ici, l'adresse Bitcoin, mais on dit que c'est lisible par lui-même pour une autre raison. Et la raison, c'est que tous ces caractères dans l'adresse Bitcoin, donc on va voir plus tard dans le cours qu'une adresse Bitcoin, c'est une adresse qu'un utilisateur peut utiliser pour recevoir des fonds, recevoir de la monnaie dans Bitcoin. Donc, l'avantage de cette adresse-là, c'est que tous les caractères sont alphanumériques. OK? Donc, c'est imprimable, essentiellement. C'est facile pour quelqu'un d'imprimer ça, de partager ça avec quelqu'un d'autre. Donc, je pourrais là, quasiment par téléphone là, appeler quelqu'un et dire voici mon adresse Bitcoin, envoie-moi les fonds par téléphone. C'est ça l'avantage là, de cette adresse-là ici, quand tous les caractères sont alphanumériques. Et en plus de ça, il y a des caractères là, qui sont pas inclus dans ça parce que c'est base 58 puis base 64. On va voir tout à l'heure c'est quoi les caractères qui sont pas inclus puis la raison pourquoi ils sont pas inclus. OK? Donc ça c'est l'avantage d'un format humain. OK? C'est facile à utiliser, à développer avec. OK? Donc ça c'est l'avantage. Le désavantage c'est moins bon pour la machine. Donc la machine c'est moins performant. Okay? Ça prend plus de place, c'est plus lent à encoder puis à décoder. Okay? Donc ça c'est des désavantages pour ça. Donc selon là, votre application, selon le niveau de performance que vous avez besoin, ça peut vous pousser à soit utiliser un format lisible par lui-même comme cela ou un format d'encodage binaire qu'on va voir un peu plus tard après. OK? Donc, une des raisons pourquoi ce format-là n'est pas performant, c'est parce que chacun de ces caractères-là, ok, c'est fait partie de ce qu'on appelle un car set. Donc, un car set, c'est comme un alphabet essentiellement de caractères qui sont non seulement alphanumériques, mais autres caractères, donc peu importe, qui font partie du car set, qui sont utilisables, comme par exemple les parenthèses, tout ça. Donc, chacun de ces caractères-là est converti en un octet, ok, à partir du car set. Donc, c'est-à-dire que plus le format est ce qu'on appelle verbose, ok, utilise beaucoup de caractères, plus on utilise d'octets. C'est facile de calculer combien d'octets on a besoin de ça, c'est un par caractère. Okay? Alors que dans les encodages binaires, ben, on n'a pas de caractère, on n'a pas de conversion de caractère en octets ou quoi que ce soit. Tout est écrit déjà là, à la main essentiellement, genre manuellement écrit en octets ou même en bits. Donc là, à ce moment-là, on peut sauver de l'espace, on peut compresser un peu plus. Là.
Donc ici, je vous donne le charset, le charset le plus connu, c'est le charset de ASCII, ok? Donc, qui contient 128 caractères, donc tous les caractères alphanumériques, plus des symboles, plus parenthèses, des choses, et aussi il y a une partie du charset ici qui est ce qu'on appelle des messages de contrôle, ok? Donc une chose qui est importante, c'est que les caractères ici, là, donc à partir de 33, qui jusqu'à 126 ici, ce sont des caractères qui sont imprimables. Donc, je peux, si j'utilise juste ces caractères-là, je peux imprimer ça sur une feuille de papier puis les voir, c'est visible, alors que ces caractères-là de contrôle ne sont pas visibles. OK? Ils ne sont pas imprimables. Donc ça va faire une différence. On va voir tout à l'heure, quand on va parler de base 64, pourquoi on a pris le 64, parce que on voulait juste utiliser les caractères imprimables, visibles. Donc c'est ça, donc c'est notre premier format qu'on va parler, base 64. Donc pourquoi est-ce que ça existe? Donc contexte historique. Donc base 64 c'était développé en raison là, des systèmes de courriel, okay, des systèmes de email. Okay? Donc originellement quand les protocoles de courriel ont été développés, on utilisait juste du ASCII, puis le ASCII c'est du 7 bits, okay? Comme vous voyez ici. Le charset de ASCII contient 128 caractères, puis 128 caractères, c'est représentable en 7 bits. Okay? Donc c'est 7 bits seulement, c'est pas un octet complet. Okay? Donc il y a une différence. C'est-à-dire que ces systèmes-là ont été développés sur un système qui fondamentalement fonctionne à 7 bits, alors que nos machines actuelles fonctionnent en 8 bits, en octets. Okay? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a que quand on envoie un courriel, des fois, ça se peut que notre courriel passe à travers des systèmes informatiques spécialisés pour traiter des emails. Et ces systèmes-là ne sont pas ce qu'on appelle 8-bit clean, ne comprennent pas le 8-bit, ils comprennent juste le 7-bit. Donc, quand il y a des flux d'informations qui sont envoyés en binaire à ces systèmes informatiques spécialisés, ils vont décomposer l'information 7 bits à la fois, puis essayer de traduire ça en ASCII, 7 bits à la fois. Okay? Et si on leur envoie un flux d'octets, ben ils ne vont pas comprendre ça. Ils vont prendre les 7 premiers caractères de l'octet, puis penser que c'est un caractère ASCII. Après ça, prendre le 8e bit du octet plus 6 autres bits, dire que ça c'est un autre ASCII, etc. Donc il y a un problème de compatibilité à ce moment-là, parce qu'il y a des machines qui ne sont pas 8-bit clean dans le chemin d'envoi d'un message, d'un courriel. Okay? Donc à ce moment-là, c'est quoi le problème, le plus gros problème? C'est quand dans notre courriel, on veut envoyer des fichiers binaires, mais nos fichiers binaires sont encodés en octets normalement par nos machines. Et après ça, donc ça veut dire qu'on a un encodage qui est en octets, qui est envoyé et qui doit être traité par un système qui ne comprend pas les octets. Okay? Donc comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? La solution, c'est de convertir notre fichier binaire, okay, dans un format qui va pas être 8-bit, okay, qui va être plus simple et qui va être comprenable par le système 7-bit ASCII informatique. Et par la suite, une fois que ça a traversé tous ces systèmes de 7 bits, ça va revenir, le courriel va être reçu par quelqu'un qui utilise une machine qui fonctionne en 8 bits, peut à ce moment-là reconstruire le message, qui a été encodé donc en base 64, le reconstruire en octet et pouvoir comprendre c'était quoi le fichier binaire qui a été encodé, qui a été envoyé dans le courriel. Donc comment ça fonctionne? Donc pour le base 64, on va se concentrer, comme le nom l'indique, se concentrer juste sur 64 caractères, okay, qui sont essentiellement alphanumériques, plus quelques petits caractères de plus. Et le base 64, c'est un sous-ensemble de ASCII, parce que ASCII c'est 128 caractères, base 64 c'est 64 caractères. Donc si vous faites vos maths rapides de binaire, vous savez que 64 caractères, ça rentre en 6 bits. Okay? Alors que ASCII c'est 7 bits. Donc ici on est en train de créer une représentation, une représentation 6 bits qui va donc être utilisable non seulement par les représentations 7 bits, par les systèmes 7 bits et les systèmes 8 bits. Okay? Donc l'avantage de faire une représentation 6 bits, c'est que c'est imprimable. Okay? Donc évidemment aujourd'hui dans
dans nos systèmes de courriel, à aucun point il y a un moment où il faut imprimer, imprimer le courriel sur une feuille de papier pour le transférer au prochain système là, pour faire pour envoyer un courriel. Là. Il n'y a rien de ça qui se passe. Mais l'idée, c'est que le système de base 64 est aussi utile là, pour avoir un format qui est lisible par un humain parce que tout est imprimable là, sur une feuille de papier. Okay? Donc c'est ça l'idée d'avoir le base 64. Donc ça, c'est les caractères qu'on va se concentrer. Donc l'idée, c'est qu'on va convertir nos octets dans, dans cet ensemble de caractères 64. C'est ça qu'on va essayer de faire. OK? Donc là, ça c'est le base 64. Et là, si vous vous souvenez, Bitcoin, j'avais dit que c'était en base 58. OK? Donc, c'est un ensemble qui est encore plus limité que le base 64. Donc, c'est quoi euh, c'est quoi donc le format de Bitcoin? C'est le 64, mais on retire 6 caractères de plus. Donc, une chose que vous pouvez essayer de penser, c'est quels caractères sont retirés. Donc, on va essayer de peut-être discuter ça là, la prochaine fois dans notre prochain Zoom. Essentiellement, je vous donne un indice, on va retirer les caractères qui sont ambigus pour un humain. Okay? Donc, il y a des paires de caractères qui sont ambigus pour un humain. C'est ça qu'on va essayer de les enlever dans notre base 58. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'encodage de base 64? Donc, on prend notre information de base, donc notre fichier binaire qui est encodé en octets. Donc, par exemple, ici, là, on a 1, 2, on a 3 octets différents, disons. OK? Donc, c'est ça. Donc, on a 3 octets différents, donc 4D, 61 et 6E. OK? Donc là, ça c'est notre fichier original. On le convertit en bits. Okay? Donc c'est ça c'est notre flux de binaire. Et là, comment on fait du base 64? On prend tout simplement les 6 premiers bits. Okay? Donc on convertit ça donc, par exemple en représentation décimale, c'est 46. Donc c'est 101, 110, c'est 46. Et là, le 46, ça correspond à un caractère dans notre car set. Donc si on regarde le 46 ici, c'est le U minuscule. Donc ça, c'est notre premier caractère qu'on va utiliser pour notre base 64. Là, on prend les 6 prochains bits, ok? Donc c'est 000101. Donc 101, c'est 5. Donc 5, ça représente le F majuscule. Donc c'est notre prochain caractère, et ainsi de suite. Et donc, notre flux de 3 octets est converti en 4 caractères T, W, F, U en base 64. Okay? Et donc ces 4 caractères-là sont ensuite facilement utilisables. Okay? Donc si le système, par exemple, sérialise le TWFU pour un système 7 bits, ben, ça va être converti donc, dans le car set de 7 bits. Okay? Donc chaque caractère va prendre 7 bits. Si c'est utilisé par un système informatique qui fonctionne à base d'octets, ben là, chaque caractère ici va être sérialisé en un octet chaque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre source de départ, qui était 3 octets, va devenir 4 octets si c'est sérialisé pour un système 8 bits, ou ça va devenir 28, 4 x 7 bits, donc 28 bits si c'est un système 7 bits de courriel qui reçoit. Okay? Donc, ce qu'on remarque essentiellement, c'est qu'en faisant notre transformation de base 64, il y a un certain overhead, okay? Il y a une perte là, de taille. Okay? Il y a un petit peu d'informations, il y a un petit peu de bits qu'on dépense de trop. Okay? Donc on va regarder combien on dépense de trop. Donc c'est ça l'idée, les 64 caractères ici sont des caractères là, qui sont vraiment faciles à comprendre, qui sont imprimables, lisibles. Ça ne comprend pas des caractères de contrôle dans le car set de ASCII, donc, parce que ces caractères de contrôle-là peuvent être interprétés de la mauvaise façon, alors que les caractères imprimables sont toutes, c'est pas ambigu là, du tout comment les interpréter, peu importe le système. Par contre, c'est pas efficace, donc comme j'ai dit, on utilise juste 6 bits seulement par octet, donc c'est un overhead là, de 25% si on encode quelque chose en base 64 puis qu'on le sérialise pour un système là, qui est 8 bits. Okay? Donc, pour chaque 3 octets d'information, on doit utiliser 4 octets pour enregistrer ça.
Et la question ici, pourquoi base 68? Donc j'ai déjà répondu cette réponse-là, c'est-à-dire que dans les 64 autres caractères, il y a des caractères de contrôle qui ne sont pas imprimables, donc il y a un problème où peut-être ces caractères de contrôle sont interprétés de façon ambiguë. Ok, donc c'est tout pour base 64. Donc c'est un système utile pour les courriels et aussi utilisé par Bitcoin, mais pas, ou le base 58 est utilisé dans Bitcoin, mais pas parce que ça a rapport avec des courriels ou quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que ça génère des adresses qui sont lisibles par des humains et à ce moment-là, c'est facile pour quelqu'un de communiquer son adresse à quelqu'un d'autre, même de façon orale. Ok. Ok, donc prochain format qu'on va parler, c'est XML. Ok, donc ça c'est vraiment un des formats euh, les plus populaires sur Internet. C'est pas une norme, ok, dans le sens propre du terme. Ça n'a pas été, ratifié comme étant une norme. Ok, donc c'est juste ce qu'on appelle un standard de facto. Ok, donc non officiel. Ok, c'est un standard qu'on utilise un peu partout, que ce soit sur Internet ou même en entreprise. Et donc XML permet donc de générer des schémas XML pour qui vont permettre de vérifier que un document a été formaté de la bonne façon. Donc on va voir comment ça fonctionne les schémas. Et le document XML donc a une structure hiérarchique qui utilise avec les tags et tout ça là, donc pour délimiter les différents éléments et tout ça. Donc c'est vraiment très structuré et facile, donc intuitif à comprendre là, pour un humain. Et étant donné que c'est un format extrêmement populaire, il y a beaucoup d'outils et de supports là, pour ce format-là. Donc je vous donne quelques exemples ici. Donc sûrement que vous avez déjà vu pas mal d'XML déjà, là, si vous avez pris des cours de programmation web par exemple. Donc ici c'est plus des exemples là, pour expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on a. Donc ça c'est un document XML propre. Donc dans notre document-là, donc imaginez ici c'est un document qui veut... donc imaginons que dans ce document-là, on a un objet qui est une commande là, de livraison. Donc une chose qui est intéressant à voir, c'est que dans notre commande de livraison ici, on peut spécifier un espace de nom. Okay? Donc c'est quoi un espace de nom? C'est comme un vocabulaire. Explique c'est quoi tous les termes, là, tous les termes, donc les mots-clés qu'on peut utiliser dans ce document-là. Okay? Donc ici, dans cet exemple-là, on dit par exemple qu'on utilise l'espace de nom de W3C, qui est donc l'organisation de web la plus importante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est un espace de nom qui est très bien établi, mais je pourrais décider un autre espace de nom, là, donc choisir un autre espace de nom euh, pour pouvoir là, donc spécifier mon document ici. En plus de ça, je peux spécifier aussi là, un schéma. Donc un schéma, c'est un fichier .xsd, alors que ça c'est un document, donc c'est un fichier .xml. Je peux aussi avoir un fichier XSD qui spécifie donc la structure de l'information dans mon schéma. Donc ça c'est la différence entre l'espace de nom et le schéma. L'espace de nom c'est le vocabulaire, alors que le schéma c'est la structure, c'est comme la grammaire de mon fichier. Okay. On va voir un peu plus tard comment c'est quoi le contenu d'un fichier XSD. Bon, par la suite, j'ai l'information nécessaire selon mon schéma. Donc ici, par exemple, j'ai une personne, j'ai une adresse, okay, j'ai plusieurs items qui ont été commandés. Et donc tout est structuré. Et dans chaque objet, il peut y avoir des éléments complexes qui contiennent des sous-éléments. Okay? Ou des éléments simples ici, comme par exemple juste le nom de la personne, c'est juste un string décrit. Et je peux avoir aussi des listes d'articles, comme une énumération avec donc le même objet est répété plusieurs fois, ça c'est possible. Donc si dans le schéma ça indique là, que je peux avoir une liste d'objets par exemple. Donc le schéma XML lui-même, donc le fichier XSD ressemble à ça. Donc dans mon fichier XSD, okay, je dois aussi décrire l'espace de nom pour le schéma lui-même. Okay, donc pour être capable d'utiliser ces termes là, comme XS schéma, XS élément, XS complex type, des choses comme ça. Et là, dans mon schéma lui-même, ce que j'indique, c'est la structure d'un document là, de ce schéma-là. Et donc, j'indique aussi là, le type de chaque objet. Donc, par exemple, le premier élément, order ID, okay, c'est un attribut
de mon objet, c'est un type string et c'est requis. Okay? Donc ça correspond là ici à cet élément-là, order IT, qui était un string qui est requis. Okay? Après ça, je peux dire, mon objet c'est un élément complexe. Dans mon élément, j'ai une séquence de différents objets qui doivent apparaître en ordre. Donc, premièrement, j'ai la personne qui commande l'objet, c'est un string. Okay? Donc, ça correspond à John Smith ici. Après ça, je peux avoir un autre élément qui est l'adresse de livraison. Ça, c'est un élément complexe qui contient des sous-éléments. Donc, le nom, l'adresse, la ville, le pays, c'est toutes des strings. Okay? Donc, ça correspond à ça ici. Et là, d'autres éléments, ok, donc ici les items, donc pour dire que c'est une liste qui peut avoir, ça peut être répété, je peux dire que max occur égale unbounded pour dire que je peux avoir plusieurs fois cet objet-là, et là la description de l'objet lui-même. Donc l'avantage d'avoir un schéma comme ça qui est bien défini, ça permet là, de valider ça. Donc s'il y a une erreur dans mon document XML, il y a des éléments qui sont manquants ou qui sont mal formés, pas du bon type par exemple, le schéma va être capable de vérifier ça puis de retourner une erreur. OK. Donc d'autres aspects importants dans XML, donc dans le schéma lui-même, je peux aussi faire définir mes propres types. Okay. Par exemple ici je définis le type person info, okay, donc qui doit être utilisé plusieurs fois. Donc une personne, un nom puis un prénom. Okay. Donc là à ce moment-là je peux définir d'autres types de personnes qui utilisent le même type de base. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est je peux faire l'inhéritance, okay? Donc hériter le type de base, étendre le type et ajouter d'autres attributs dans le type. Okay? Donc je peux dire ici extension, base, person info, puis après ça, ajouter d'autres éléments qui vont être insérés après les éléments là, de la personne de base qui est first name, last name. Okay? Donc là, un employé, utilise le type full person info qui contient donc non seulement les infos personnelles de base, plus des informations additionnelles qui sont dans le full person info. Okay? Donc, les schémas XML permettent ça. Ok, donc ça c'est bon pour XML. On va maintenant terminer ce vidéo-là en parlant de JSON, okay, c'est très similaire à XML, mais c'est juste la façon de décrire l'information qui n'est pas pareille. Okay? Donc c'est ça qu'on va comparer maintenant. Donc JSON c'est JavaScript Object Notation, okay? Donc c'est le format natif JavaScript. On va voir comment ça peut être utilisé avec JavaScript. Et donc c'est aussi un format qui est lisible par les humains, qui est structuré, donc c'est très similaire à ce qu'on voit dans XML. Et c'est format principalement utilisé sur le web, donc c'est pour ça que c'est décrit dans un document là, de spécification de web qui s'appelle le RFC 7159. Et il y a plusieurs variantes du JSON, donc par exemple il y a Bison, okay, qui est le JSON, mais qui est capable de faire du binaire, okay, d'encoder ça binaire. Donc on perd l'aspect lisible par les humains, mais ça reste compatible à un certain degré avec JSON. Et en plus, on obtient une meilleure performance parce que c'est un encodage binaire. Une autre alternative à Bison, c'est MessagePack, qui est aussi donc une version binaire de JSON. Donc, essaie d'être compatible avec JSON, puis en même temps supporter une serialisation puis une déserialisation efficace qui est binaire. Donc, évidemment, une fois que c'est encodé en binaire, là, c'est plus lisible par un humain, mais quand c'est décodé, ça redevient du JSON, ça redevient compatible avec JSON. Donc, dans JSON, on a plusieurs types de variables qui sont utilisables, donc les entiers, les strings, boolean, array value, object, puis la valeur 2. Okay, donc c'est pas mal standard dans la programmation, donc on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus. Donc ici je vous donne des exemples de documents JSON. Donc ici un objet, donc pour indiquer que j'ai un objet, j'utilise donc les accolades ici. Et donc donc un nouveau objet va être, les données d'un objet vont être décrites à l'intérieur de deux accolades. Et là, donc les différents attributs, puis les valeurs des attributs de mon objet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des paires de clés-valeurs, des key value pairs. Et je peux aussi avoir un tableau d'éléments. Donc ici, je définis mon tableau avec, encore une fois, là, les accolades. Et après ça, j'ai mon tableau qui va s'appeler Books. Et là, dans les crochets ici, je vais avoir
peux avoir les différents éléments là, qui sont séparés par des virgules. Ok, donc dans JSON, je peux donner un type à chaque objet. Ok, donc par exemple, je peux définir que cet objet-là ici, qui est une adresse, va être un type de shipping address et que ce type-là ici va être un billing address. Donc c'est un format récursif. Là. Donc essentiellement, j'utilise la même structure où c'est une clé avec 2 points puis la valeur. Dans ce cas-ci, la valeur c'est un type complexe. Ok, alors que à l'intérieur ici, ça c'est une clé, ça c'est la valeur c'est un string. Okay? Donc c'est pas un type complexe ici. Et JSON supporte des schémas aussi, donc je peux écrire un schéma. Donc ici la différence c'est avec XML, c'est que ça devient très similaire à juste écrire un document JSON. Okay? Donc c'est quasiment pareil. La seule chose c'est évidemment on va utiliser des mots-clés spéciaux comme type, puis properties, puis string, puis number, des choses comme ça pour définir exactement qu'est-ce qu'on veut avoir. Puis après ça, je peux fournir mon schéma pour valider n'importe quel document JSON. Et dans mon schéma ici, donc je peux aussi définir des nouveaux types d'objets. Okay? Donc par exemple, définir un nouveau objet complexe. Et dans mon objet complexe, là, avoir donc, des sous-attributs, puis ça, puis chacun ont son propre type. Okay? Donc JSON est vraiment facile à utiliser avec JavaScript. Donc ici un exemple. Donc si j'ai un document HTML, dans mon document HTML, je peux facilement donc, définir un script à JavaScript. Et dans mon JavaScript, je peux directement taper donc, des objets en format JSON. Et donc taper un objet comme ça en format JSON, c'est comme sérialiser mon objet dans le format JSON essentiellement. Donc mon TXT ici, c'est un objet sérialisé en JSON, c'est ça l'information. Et pour désérialiser ça, donc pour le reconvertir dans un format là, canonique en mémoire, c'est tout simplement utiliser la méthode JSON.parse qui va donc prendre l'objet sérialisé en JSON et le convertir dans un objet en mémoire canonique qui est utilisable nativement par JavaScript. Donc cet objet-là est comprenable par JavaScript qui est capable d'identifier, qui est capable d'utiliser les méthodes là, pour par exemple retourner les différents attributs dans l'objet lui-même de JavaScript. Ok, donc c'est quoi les problèmes avec les formats lisés par les humains comme JSON et XML? C'est principalement la performance. Okay? C'est des formats qui sont extrêmement verbeux. Okay? J'ai beaucoup de caractères à écrire, là, donc toutes sortes de crochets, puis d'accolades, puis des flèches, puis tout ça, là, puis des slash, tout ça. Donc, parce que tout doit être extrêmement bien structuré, okay? Des guillemets. Donc chaque caractère, ça consomme un octet chaque, parce que ça fait partie du charset qu'on veut utiliser. Donc là, c'est beaucoup de taille là, en termes de... Parce qu'une fois qu'on a écrit notre XML puis notre JSON, il faut le convertir en flux d'octets pour pouvoir l'envoyer dans notre socket. Okay? Puis ça, c'est converti à partir du charset. Okay? Donc c'est un octet par caractère. Donc ça, c'est un problème. Puis l'autre problème, évidemment, c'est que plus la taille est grosse, ça prend aussi plus de temps pour traiter l'information. Okay? Plus il y a de caractères, plus il faut traiter. Ça prend du temps pour le traiter, donc c'est lent à écrire et à analyser. Donc lent à encoder puis à décoder. Donc pour vous donner une idée, en termes de taille, ici JSON puis XML, ok, donc on voit ici que leur taille ici dans cette expérience-là, donc on une taille là, qui est supérieure avec tous les encodages binaires qu'on va voir par la suite comme Protobuf, Thrift et Avro. Okay? Donc évidemment, ce résultat-là, il faut avoir une astérisque parce que ici, je vous donne pas là, je vous donne aucun contexte là, sur ce résultat-là, c'est quoi les objets qui sont été utilisés, tout ça. Puis vous allez voir que la taille des objets, ça dépend là, ça dépend beaucoup là, pardon, la performance de ces formats-là dépend beaucoup là, de l'information qu'on veut encoder. Okay? Donc par exemple, si on veut encoder beaucoup des objets qui sont extrêmement petits, okay? Donc des petits objets qui sont vraiment pas... Okay? Donc ils ont
Donc, c'est-à-dire que l'information contenue dans chaque objet n'est pas très gros. Mais là, évidemment, le overhead d'ajouter tous les crochets, tous les guillemets, tout ça dans JSON puis XML, ce overhead-là domine, puis c'est ça qui augmente beaucoup, qui gonfle la taille de l'objet. Ici, on a des fichiers qui sont très très gros, ok? Donc, par exemple, si on a des fichiers, dans cette expérience-là, on a des fichiers qui sont en mégabits, ok? Alors qu'ici, on avait des fichiers qui sont en octets, ok? Donc, quand nos fichiers à la base sont déjà très gros, ben là, le overhead d'ajouter des guillemets puis des crochets et tout ça, ça domine pas là, la taille du fichier, du contenu original. Donc à ce moment-là, le overhead de ces formats lisés par un humain affecte, proportionnellement apparaît moins fort, okay? moins important. Donc ça, c'est une bonne leçon à comprendre. C'est-à-dire que si vous vous souciez de la performance, mais vous voulez quand même utiliser un format lisible par un humain comme JSON puis XML, ben là, à ce moment-là, peut-être se poser une question réfléchir sur c'est quoi le contenu que j'essaie d'encoder à travers JSON puis XML. Si c'est des gros fichiers comme ça, en mégabytes ou en gigabytes ou même plus que ça, ben là, c'est pas important que ce soit en JSON ou en XML, c'est correct, ça va passer. Mais si c'est des fichiers qui sont très petits, qui sont mesurables en octets, peut-être que là, c'est pas acceptable d'utiliser JSON ou XML. Okay? Donc, c'est ce genre de choses-là ce genre de réflexion-là qu'on va essayer de faire durant ce cours-là, qu'on va essayer de pratiquer, parce que ça va vous aider là, plus tard dans votre carrière, là, quand vous allez devoir là, décider quel format utiliser pour vos différentes applications. Et si vous avez un choix à faire, et vous devez considérer plusieurs aspects comme la performance, la facilité à lire par un humain, l'interopérabilité, puis par exemple la vitesse de décodage, la taille, la bande passante, des choses comme ça, ben là vous devez être capable, vous devez avoir une bonne connaissance là, de ces différents formats-là, puis des différences entre les formats pour pouvoir faire une bonne décision. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo-là, et dans la prochaine vidéo, on va parler de normes de sérialisation binaires comme XDR puis ESN1.